Salut les entraîneurs, voilà un extrait d'une session coaching de coach, un moment chaque mois pendant lequel vous me partagez vos challenges et je vous propose mes solutions. J'ai vraiment envie de vous aider à entraîner l'humain derrière la machine chez vos athlètes, alors encouragez-moi à faire du contenu de super qualité en vous abonnant en cliquant sur la petite cloche. Et puis, si vous voulez faire passer votre coaching au niveau supérieur, regardez ces consultations jusqu'au bout. Prêt? Partez. Alors la question, c'est comment éviter de créer un stress chez les joueurs? Qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire pour éviter ça? Et en fait, le problème que je rencontre, c'est que des joueurs qui sont stressés avant de débuter la rencontre, voire dès le début de la rencontre. Durant ma causerie basée sur le montage, je recherche à faire en sorte que mes joueurs se surpassent afin d'obtenir un résultat, victoire. Mais régulièrement, au lieu d'apporter ce surpassement, je leur crée du stress, notamment la peur de rater une action, la peur d'échouer, voire même la peur de perdre le match. Il y a quelque chose de très important, les gars, c'est que c'est clair qu'on a dit que l'être humain, c'était un animal social. C'est le cas pour les sportifs que vous entraînez, mais c'est le cas aussi pour vous, pour toi, pour moi, en fait pour tout le monde. Et du coup, cet animal social, il a besoin non seulement du contact avec les autres pour survivre, mais surtout, il a besoin de se sentir reconnu. C'est important pour lui, pour son épanouissement personnel. Et du coup, il est possible que sans arrêt, on soit en train d'agir pour être reconnu, pour être validé socialement, pour être apprécié par les autres. Ça, si tu veux, c'est quelque chose que, on a dans le système. Le problème, c'est que ce truc-là, il peut être limitant. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de faire ce soir entre nous, de comprendre ça, parce qu'une fois que tu as compris ça, tu peux agir dessus pour que ce soit plus limitant mais utile. Je m'explique. Tu vois, on reproche souvent aux sportifs d'avoir seulement en tête le résultat, alors que ce qu'on veut qu'ils aient en tête, c'est comment on fait pour obtenir le résultat. Je donne un exemple, une snowboardeuse avec qui j'ai travaillé, elle et son entraîneur, elle avait que en tête, ok, en bas de la course, il faut que je gagne, en bas de la course, il faut que je gagne, en border cross, hein. Mais elle n'avait pas du tout en tête les actions qu'il fallait mettre en place sur la planche pour gagner, tu vois, genre monter tôt dans la courbe, se baisser sur la planche, etc. Et son entraîneur, elle essayait de lui expliquer la chose suivante. Il essayait de lui dire, le résultat, c'est une conséquence, mais toi, tu mets en place des actions pour obtenir ce truc-là. Des actions qui ne sont pas forcément directement liées avec le résultat. Je m'explique dans ton cas, Benjamin. J'ai l'impression que toi, tu veux obtenir le résultat. Dans 15 ans, les joueurs se souviennent de moi, ils se souviennent que je les ai fait progresser, que j'ai été un bon entraîneur, que j'ai été très investi pour eux, que j'étais quelqu'un de passionné, que j'aimais mon métier, que j'ai voulu tout donner pour les aider. Et du coup, tu mets en place des actions pour obtenir ça. Mais après tout, quand on met en place des actions pour soi, au final, peut-être que ça va nous limiter dans la capacité à aider les autres. Puisque là, tu mettrais en place des actions pour être reconnu en tant que bon entraîneur. Et du coup, chaque action que tu mets en place pour les aider, eux, à mieux jouer au foot, c'est une action pour, au final, être reconnu comme un bon entraîneur. Et peut-être qu'à un moment donné, ça coince. Je t'explique comment moi, j'ai fait ce travail-là de mon côté. Euh, En fait, les coachs mentaux, tu vois, c'est bien de se faire superviser. On se fait, nous aussi, coacher. Et donc, je vais voir mon superviseur, on va dire. Et ouais, il me demande, ouais, toi, pourquoi tu fais de la préparation mentale et tout. Et je dis, ah, moi, j'ai envie de faire ce métier parce que j'ai vraiment envie de vivre des super projets avec les gens, de les accompagner dans le temps, de vivre une belle aventure, tu vois, dans lequel il y a il y a du progrès et je me sens utile. Après, il me demande avec quelle valeur je veux faire ce boulot-là, tu vois. Et notamment, il y a le fait de, il y a le fait de rendre les athlètes autonomes, que c'est hyper important que le sportif il puisse faire son sport sans moi, quoi, tu vois, que je ne sois pas son gourou, quoi. Il me dit, mais alors, du coup, comment ça va se passer quand, juste avant d'aller aux Jeux Olympiques, parce que toi, tu viens de me dire que tu avais envie de vivre les Jeux Olympiques, que tu voulais vivre de grands projets, comment ça se passe quand, alors que ça fait des années que tu travailles avec ce jeune et que dans 2 mois, il va aux Jeux Olympiques, qui t'appelle et qui te dit, c'est bon, coach, je me sens prêt, j'ai plus besoin de toi. Bah pour le coup, c'était un vrai problème pour moi. Tu vois, je me dis, ah, bah ouais, là c'est clair, il y a un problème. Moi, je veux vivre des grands projets, l'aventure, je veux être utile. Et en fait, il pourrait me dire au dernier moment qu'il n'a pas besoin de moi. Et s'il fait ça, c'est que j'ai été très performant dans mon métier parce qu'il se sent tellement autonome qu'il n'a pas besoin de me traîner avec lui sur tous les lieux de compétition pour être performant. Tu vois, il est performant tout seul. Hop.
D'un point de vue éthique, je suis au top. Mais d'un point de vue éthique et d'un point de vue personnel, il y a un espèce d'affront comme ça entre les deux. Et du coup, j'ai dû faire attention à ça. Euh, Sinon, je prends le risque de mettre en place des comportements qui vont faire en sorte que les sportifs que j'entraîne sont dépendants de moi pour être sûr de pouvoir continuer de les accompagner. Et avant, tu vois, quand j'étais préparateur physique, je pouvais vivre aussi ce problème-là, qui est, moi j'ai envie, tu vois, les jeunes que j'entraînais en ski, en snowboard, ils avaient à peu près 5 préparateurs physiques différents. Dans la structure, ça tournait beaucoup. Et moi, j'avais envie d'être le préparateur physique qui était apprécié, tu vois, je voulais qu'on se souvienne de moi, je voulais être un bon prep physique. Et du coup, dès que j'allais mettre en place une séance difficile pour pouvoir les faire progresser, c'était dur pour moi de mettre une séance en place difficile pour eux, parce que les athlètes, ils n'aiment pas trop les séances difficiles, tu vois, ils aiment bien quand c'est cool. Et du coup, ce qui aurait pu me permettre de les faire progresser le plus, des séances dures, peut-être que j'avais tendance à ne pas leur en demander autant que ce que j'aurais pu leur en demander, ou à m'adapter plus facilement, parce que je voulais être apprécié. Et à ce moment-là, on peut perdre le levier progression par rapport au levier reconnaissance, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie de m'auto-flageller, tu vois, avec un fouet, de me dire Nathan, c'est pas bien, parce que je sais que l'être humain il est comme ça, il a besoin de reconnaissance. Mais sauf que depuis, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai étudié la psycho un peu plus, tu vois, et je me rends compte de ces aspects-là qui sont très très importants. Et du coup, je me dis, tiens, mais ok, ça, je sais que c'est en moi, et comment je peux faire avec ce truc-là? Ce qui est super important aussi, je crois, à se souvenir, c'est que malheureusement, en tant qu'entraîneur, Benjamin, la fan attitude des joueurs envers toi va fluctuer sans arrêt, Ouais. puisque ça fluctue aussi en fonction des entraînements que tu mets en place. Ce que je veux dire, c'est imagine que tu es responsable à la fois de l'aspect technique et de la préparation physique chez des joueurs qui s'entraînent tous les jours. Il y a des périodes dans la saison, mettons, tu entraînes des skieurs alpins, tu vois. Il y a des périodes dans la saison où tu vas leur rentrer dedans, ça va vraiment pas être agréable pour eux. Pourquoi? Parce que tu vas prendre des mecs qui aiment les sports de pleine nature à 130 km/h, tu les mets dans une salle de muscu et tu leur dis maintenant, il faut pousser de la fonte. Crois-moi, à ce moment-là, c'est pas le moment où ils t'adorent le plus de leur vie, tu vois. Et du coup, toi, si tu es seulement focus, si ton seul curseur, c'est à quel point les joueurs m'aiment, Ouais. quand tu es en train de leur faire cette période-là, là, tu vas peut-être vite changer de période et aller les faire jouer au foot plutôt que de les mettre dans la salle de muscu, parce que tu veux qu'ils t'aiment un peu plus. Mais au Ouais, je vois. final, Ok. dans quelques années, si toi, tu as eu le courage de faire ce qui, d'après toi, ton expérience, tes compétences, est le meilleur pour eux, si tu as eu le courage de le faire, peut-être même le courage d'être un petit peu rejeté pendant un moment, en tout cas moins apprécié, parce que le rejet, c'est peut-être fort. On peut imaginer que ça fluctue comme ça. Eux, ils montent en performance. Et avec du recul, ils pourront se dire waouh, Benjamin, il a vraiment été excellent. Et donc, je dirais que ce qui compte, c'est pas d'obtenir la reconnaissance à chaque instant, parce que je crois que c'est pas possible que ça fluctue sans arrêt. Et que d'ailleurs, si tu as une copine, tu vois, la relation, elle est jamais stable non plus, je crois. Bien sûr. C'est des trucs qui fluctuent. Et du coup, on veut plutôt qu'à long terme, il y ait un réel impact. En tout cas, on peut se poser la question aussi, tiens, mais quelle était ma première motivation à devenir éducateur, à devenir entraîneur? Et si ma première motivation, c'est j'ai vraiment envie d'être utile, j'ai vraiment envie, Benjamin, d'avoir un impact sur les autres, je veux pouvoir les aider, alors à ce moment-là, tu sais que la motivation qui est cachée derrière, c'est je veux qu'on me montre, qu'on me dise et que je reçoive le fait que je leur ai été utile, que j'ai vraiment eu un impact sur eux. Tu vois, parce qu'on a envie de pouvoir se féliciter pour notre travail, mais il y a un problème un petit peu caché quoi, derrière tout ça. Okay. Ça, je pense que c'était la partie essentielle de la réflexion. Pourquoi? Parce que, avant qu'on continue sur ta question et qu'on soit plus précis par rapport à la causerie, etc., Benjamin, si on passe ensemble à un niveau de réflexion différent par rapport à ce que tu fais, alors je suis convaincu qu'on est beaucoup plus efficace qu'à te dire quoi faire, à te dire, ok, ta causerie, tu commences avec telle phrase bateau, ensuite tu mets telle phrase bateau. Je crois que toi, tu as les ressources en termes de créativité pour pouvoir faire, si tu as un point de vue différent sur ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ensemble ce soir. Face à des équipes supérieures, les joueurs stress ont des blocages. Face aux équipes plus faibles, j'ai tout le contraire, des joueurs détendus mais pas impliqués, pas concentrés. Comment réussir à faire en sorte que les joueurs se surpassent sans avoir la peur de l'échec? Une phrase qu'un joueur m'a dit avant un match est quand on regarde notre équipe, on se sent confiance. Eh bien, mais quand on regarde l'équipe adverse, on doute et on a peur d'échouer. Tu me dis comment réussir à faire en sorte que les joueurs se surpassent sans avoir peur de l'échec. De quoi est-ce qu'ils ont peur d'après toi lorsqu'ils ont peur de l'échec?
Alors pour moi, il y aurait deux choses. Déjà, la peur de perdre. Et après, je pense, comment dire? Attends, stop. Là, tu viens de répéter ce que j'ai dit. Je te dis de quoi est-ce qu'ils ont peur quand ils ont peur de l'échec? Tu me réponds ils ont peur de perdre. Donc moi, je te reformule ma question. Lorsqu'ils ont peur de perdre, de quoi ont-ils peur? Euh, Comme ça, je ne pourrais pas te dire. Je sais pas. Comme ça, je sais pas. Mais Ok, et ben, c'est justement la réponse à cette question-là que tu dois avoir, puisqu'elle va ouais. t'aider à construire chez eux le croissance mindset dont on a parlé dans le premier module et à mettre en place ta causerie. Puisque si tu t'adresses à un public dont tu ne connais pas les envies et ou les peurs, tu vois, savoir qu'ils ont peur de perdre, c'est une chose. Mais comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça, qu'est-ce que ça représente pour eux, c'est autre chose. Je te donne un exemple. Peut-être qu'ils ont peur de perdre parce que pour eux, perdre signifie qu'ils n'ont pas de valeur. Et franchement, chez les gamins de 10 ans, en général, il y a beaucoup que j'ai rencontrés, quand ils ratent un truc, ils ont l'impression qu'ils valent rien. Tu vois. Plus tard dans la vie, tu te rends compte, ou avec un peu d'entraînement mental en tout cas, que c'est pas parce que tu rates un truc que tu n'as pas de valeur. Mais si les joueurs, c'est de ça dont ils ont peur, alors toi, tu pourrais avoir un discours du type, c'est si on n'essaye pas qu'on ne voit rien. Mais imagine, on perd le match en ayant tout mis en œuvre, on a testé de faire des coups francs tellement particuliers, on a testé de faire des remises en jeu jouer vite, on a testé, je ne sais pas ce que vous faites, des corners au deuxième poteau, tu vois ce que je veux dire dans ton système de jeu. Si on a testé tout ça, alors on est vraiment des joueurs de foot de valeur. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le résultat qu'on obtient, c'est quelles actions on met en œuvre. Un peu comme le judoka dont j'avais parlé l'autre fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, celui qui, pour être sûr de ne pas perdre contre quelqu'un d'une division inférieure, se retrouvait dans l'état de surtout je dois être le judoka le plus défensif possible pour ne pas perdre. Et en fait, on a discuté ensemble de ça. Être un bon judoka, c'est pas ne pas perdre sur le papier contre quelqu'un de moins bon. Être un bon judoka, c'est être un mec sur un tatami qui fait bouger son adversaire, qui tente telle prise ou telle prise. Et du coup, là, une fois que tu sais quelle est la peur, comme j'ai fait avec ce judoka, alors tu peux savoir, toi, sur quoi agir. Et imagine, tu vois, on peut donner encore une autre situation, hein, mais quelqu'un qui veut pas se baigner, toi, tu crois que c'est parce qu'il ou elle a peur de se noyer. Mais si ça se trouve, c'est parce que cette personne a la peur d'être en maillot de bain devant tout le monde. Et ça n'a rien à voir avec le fait de se noyer. Et pourtant, dans les deux cas, ça provoque de la peur. Pourtant, dans les deux cas, il y aura du stress. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est vraiment pas assez fin pour nous en termes d'intervention. Peur, stress. Tu vois, moi, je m'en fiche. J'ai envie d'aller plus loin, quoi. Enfin, je m'en fiche. Je veux dire, c'est pas suffisant pour moi. Et, et c'est aussi là, ce à quoi je pense quand, du coup, quand je lis la fin de la diapo, là. Quand ce joueur, il te dit, quand on regarde notre équipe, on se sent en confiance, mais quand on regarde l'équipe adverse, on doute, on a peur d'échouer. Qu'est-ce qui fait que quand il regarde les autres, il doute, il a peur d'échouer, tu vois? Est-ce que c'est parce qu'ils marchent tous en se tenant la main et on dirait que c'est vraiment une armée très solidaire, tu vois? Est-ce que c'est parce que les mecs, ils font tous 1,90 m? Je sais pas, il pourrait y avoir plein de raisons. Je sais pas, moi, ce qui fait peur en foot. Je peux te dire que quand j'arrive au snowpark, ce qui me fait peur, c'est quand c'est trop gros, tu vois? Mais en foot, je sais pas. Bah là, à ce moment-là, c'était surtout vis-à-vis de la taille des joueurs. Parce qu'en fait, si tu veux, cette année, j'avais quasiment que des joueurs de première année et on jouait souvent que contre des deuxièmes années. Donc il y avait 20 à 25 cm d'écart, donc c'est ce qui Ah, leur bah, faisait un j'avais peu mis dans le peur. mille alors. Tiens, c'est Ouais. drôle. Donc Ok. non, non, et puis il me dit ça. En fait, là, donc la causerie était faite, ils partent à l'échauffement, ils reviennent. Et puis là, je leur pose la question de comment ils se sentent, etc. Et puis là, il y en a un qui me dit, bah, on se sent stressé, mais je leur dis, en fait, on venait de passer 3-4 bons matchs avec du bon contenu, du bon résultat. Donc en fait, ils devaient normalement être en confiance. Et c'est là où il me sort cette phrase-là. Et sauf que ben, je suis pas forcément allé plus loin dans la réflexion. Déjà, bah, limité en temps, et puis j'avais pas non plus forcément les ressources derrière pour être capable de le faire à ce moment-là. Mais maintenant, avec la réflexion, les informations un peu que j'ai, ça va me permettre d'aller chercher plus loin de pourquoi ils ont peur, le stress et surtout de qu'est-ce qu'ils ont peur quand ils perdent, quoi.
surtout ça. Ok, très bien. Quand je vois, tu sais, en haut de la diapo, là, tu écris face à des équipes supérieures, les joueurs stressent. Et en fait, à chaque fois que tu l'écris, on dirait que c'est un problème. Mais j'espère que tu te souviens bien que dans tout le travail qu'on a fait ensemble, et surtout du coup dans le module C, pardon, que tu n'as pas encore vu, tu verras que le stress, ce curseur dont on parlait tout à l'heure, en fait, en soi, c'est pas un problème. Ce qui compte beaucoup plus, c'est comment tu le perçois. Et notamment, je disais encore tout à l'heure une étude scientifique là-dessus, tu vois, où ils font passer, donc ils prennent différents groupes et ils vont les mettre, les deux groupes, dans des situations très stressantes. C'est un entretien d'embauche où ceux qui te font l'entretien, ils ont été entraînés pour être absolument horribles, tu vois, pour te faire croire que tu es en train de rater l'entretien à fond. Et donc, il y a le groupe, il y a le premier groupe auquel 3 minutes, pardon, avant qu'ils aillent faire l'entretien, on leur présente individuellement une vidéo de 3 minutes qui explique à quel point le stress c'est mauvais pour toi et à quel point en fait c'est pire pour ta santé même que ce que tu crois et qui citent des études scientifiques qui disent que le stress c'est grave pour la santé. Et donc on les envoie passer l'entretien très difficile, là, la situation stressante. Et toujours dans la même étude scientifique, on a le groupe sur lequel on teste une autre méthode. On leur présente une vidéo de 3 minutes qui explique en fait que le stress c'est pas un problème, c'est tout dépend de comment euh, qu'est-ce que tu crois par rapport au stress et qu'en fait, le stress, ça sert à faire augmenter ton rythme cardiaque pour que tu aies plus de ressources, ça te rend plus intelligent parce que le cerveau il est plus irrigué, ça met plus de potentiel, tu vois, en éveil, etc. On leur fait passer l'entretien et après, avant-après, on mesure les niveaux de cortisol, de DHEA, enfin bref, il y a plein de tests scientifiques là-dessus. En fait, tu aperçois que face à la même épreuve, juste en fonction des croyances que les gens ont, le mindset, ils appellent ça dans l'étude scientifique, eh ben, ça va vraiment avoir un impact biologique sur eux, sur les niveaux de cortisol et surtout dans ce cas-là sur le niveau de DHEA. En fait, c'est une hormone un neurostéroïde. En gros, comment tu affrontes la situation quand tu es stressé, qu'est-ce que tu crois par rapport à cette situation, ça va déterminer si oui ou non ton cerveau il sécrète des hormones de croissance. Tu vois, en gros, soit tu lui as dit le stress, ça craint pour toi, et alors il est dans un état où il se dit bah, rien ne va bien. Soit tu lui as dit le stress, c'est génial pour lui, et à ce moment-là, il se met dans un état de pouvoir apprendre de cette situation challengeante et progresser dans toutes les structures nerveuses avec cette hormone-là, du coup, la DHEA. Je ne sais pas si j'ai été bien clair en expliquant toute cette histoire-là, mais pour t'expliquer que vraiment que d'abord, regarde l'impact que le stress ça a sur toi en tant qu'entraîneur par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, toute la conscience de soi. Là. Et une fois que tu as compris ça, fais attention à transmettre le bon message par rapport à ça à tes joueurs, tu vois. Peut-être que quand en face, il y a des joueurs d'une grande taille et qu'eux, ils ont peur, alors du coup, ils se sentent plus stressés. Si tu arrives à leur expliquer que le fait qu'ils se sentent plus stressés, c'est pour qu'ils accèdent à plus de leurs ressources, peut-être que ça va leur être utile. En plus, c'est quelque chose que quand tu grandis, tu as du mal à imaginer toi-même parce que j'ai envie de dire, le stress, il est assez douloureux en lui-même. On a l'impression qu'il y a un truc pas normal qui est en train de se passer, tu vois. Tu as ton cœur qui accélère, tu peux avoir l'estomac qui se serre, tu commences à transpirer, tu te sens pas vraiment bien. En gros, tu as l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Alors qu'en fait, ça t'aide à faire en sorte qu'il y ait plus de trucs qui aillent. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas intuitif. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc si c'est pas intuitif, il faut les éduquer par rapport à ça. Je continue. Donc, tu sais, tu me parlais de comment était organisée ta causerie, là, et tu m'as listé toutes les étapes, etc. Ce que j'aimerais te répondre par rapport à ça, c'est que déjà, c'est trop cool que tu prépares ton truc. Et Alexandre, il en avait parlé l'autre fois de à quel point c'était utile, tu vois, de préparer ça. C'est un échange qu'on avait eu. Et maintenant, est-ce que tu te souviens, dans la partie leadership, justement, j'ai présenté dans quel ordre faire la causerie et quoi mettre en haut, au milieu, à la fin. Cette question-là, je sais que tu me l'avais posée bien avant justement la partie de formation sur le leadership. Du coup, moi, plutôt que de te refaire tout le cours là-dessus, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as besoin de précision? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça, Benjamin, pour l'instant? Ouais, en fait, ma question, c'est un peu particulier parce que les joueurs, ils ont toujours un objectif de victoire, entre guillemets. Et moi, en fait, c'est dans mon why, qu'est-ce que je vais leur mettre? Est-ce que je leur parle de victoire? Est-ce que je leur parle d'objectif de réalisation? Qu'est-ce que je peux leur citer à ce moment-là? C'est surtout ça ma question. Ok, qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Je pense que
L'aspect mental que tu utilises en 5, peut-être le mettre au tout début, là, comme tu disais, le why, et pourquoi ils jouent, pourquoi ils aiment le foot, pourquoi leur faire comprendre que peut-être que là, c'est le meilleur moment de la semaine, c'est le moment où on est tous là et qu'on va partager un truc cool ensemble. Donc, je pense que c'est là ou encore plus loin, mais là, c'est un exemple, mais ouais, je pense que c'est ça que je mettrais. Ok, intéressant. Justement, Benjamin, tu vois, tu venais de faire l'opposition entre est-ce que je leur parle du why ou est-ce que je parle des objectifs de réalisation. La question, c'est pas est-ce que, c'est quand. Puisque moi, je te recommande vraiment de faire les deux. Les objectifs de réalisation, c'est très important. Quoique, peut-être que dans cette partie-là, comme j'expliquais autrefois, plus on est proche du moment de rentrer sur le terrain, et plus on va aller sur des aspects émotionnels, et moins on devrait aller sur des aspects stratégico-technico-tactiques qui ont déjà été vus à l'entraînement normalement. Donc cette partie-là, on va dire centrale sur qu'est-ce qu'il y a à faire, les objectifs de réalisation. Pour moi, elle doit être assez étroite, je dirais. Tu vois, c'est peut-être quelques points que tu peux mettre en avant. Et le reste, du coup, beaucoup plus sur les aspects émotionnels qui seraient liés au why. Donc tu peux commencer avec l'objectif de résultat, tu vois, pourquoi pas. Mais ce qui est plus important que l'objectif de résultat, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois. Si on parle de, par exemple, OK, on veut gagner ce match ou se qualifier pour les interclubs, se qualifier pour la ligue régionale, ce qui est important derrière, tu te souviens, c'est qu'est-ce que ça signifie pour les joueurs de se qualifier pour ça. Par exemple, on veut se prouver à nous-mêmes qu'on a été une belle équipe cette saison, solidaire, on a mis en place plein de choses à l'entraînement, on a fait beaucoup d'efforts, on adore le foot et on a envie de pouvoir le partager. Je sais pas, l'année prochaine, on a envie de voyager le week-end, au lieu d'aller à 10 km du club, on veut traverser la région pour aller jouer au bord de la mer, tu vois, parce qu'on travaillera dans une division supérieure. Ok, ouais, je vois. En fait, en fait, il va falloir que je mette en place ces entretiens individuels pour connaître le pourquoi du comment des joueurs, et c'est là où j'étais passé complètement à côté sur les années d'avant. Ok, cool. Alors après, le pourquoi du comment des joueurs, etc., je dirais le problème, c'est que surtout s'ils sont jeunes en plus, tu auras du mal à obtenir de leur part le why, tu vois. Mais si toi, tu es un leader, alors tu peux proposer un pourquoi et faire en sorte que eux ils y adhèrent. Et tu vois, c'est plutôt ça qui se passe. Je veux dire, quand Martin Luther King il est arrivé aux US et qu'il a fait son discours sur I Have a Dream, euh, il est pas allé interroger, peut-être pas, je crois pas, tous les blacks pour savoir qu'est-ce qu'ils espéraient, tu vois. Il avait lui sa vision du truc, il a fait un grand discours, il les a fait venir et il a essayé de les faire adhérer à sa vision avec les bons mots, avec une vision, on va dire, agréable, je sais pas comment dire, un truc qui fait rêver, quoi. Donc, ne te sens pas forcément obligé d'aller connaître pour tous tes joueurs, tu vois, qu'est-ce qui les fait vibrer. Tu peux aussi dire, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que tu aimerais que ça les fasse vibrer chez eux, et essayer de faire en sorte qu'ils s'associent à ça. Ok. Tu as vraiment une part de... Tu peux prendre tes responsabilités là-dedans. Bien sûr, ce serait débile de le faire contrairement, complètement sans te préoccuper de ce que tes joueurs y ressentent, tu vois. Ouais. Ce serait un peu le cas des parents, tu vois, qui veulent que leur gamin soit champion olympique, alors que le gosse, ça ne l'intéresse pas du tout. Il y a un décalage. Ouais. Carrément. Ok. C'est le cas aussi de certains coachs. Hein. Je prends l'exemple des parents parce que c'est facile, mais je pense qu'on a tous déjà rencontré des entraîneurs qui voyaient plus pour leur équipe que ce que l'équipe voyait elle-même. Félicitations d'avoir pris du temps pour te former, je suis sûr qu'autour de toi, il y a d'autres entraîneurs passionnés comme toi. Alors si tu penses que cette vidéo peut leur être utile, eh ben partage-la maintenant. Moi j'ai vraiment envie de t'aider à transformer la relation que tu as avec tes athlètes et à intégrer efficacement la prépa mentale dans ton intervention. Alors si cette vidéo t'a été utile, ben mets-moi un petit pouce bleu pour que je sache que c'est la bonne direction pour créer du contenu. Et puis en attendant et avant la prochaine fois, souviens-toi, entraîne l'humain avant la machine. Ciao.